Le président zimbabwéen réélu, chef de son parti, booste son épouse sur le plan politique. Grace Mugabe est portée au poste de présidence de la Ligue féminine. Puis il sera aussi question d'Ebola dans ce journal. Nous parlerons des mesures sécuritaires dans le cadre de l'organisation de la CAN 2015. Au Mexique, des restes d'un des 43 étudiants disparus ont été identifiés suite à des tests d'ADN. Confirmation faite par le porte-parole des parents des disparus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur Sika. 14 personnes ont été tuées à l'arme blanche dans la nuit dernière à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle tuerie attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées a été donc commise dans le nord de la province du Nord Kivu. De sources proches de l'armée congolaise, les soldats n'ont pas terminé d'inspecter les lieux et pourraient encore découvrir d'autres cadavres. Depuis octobre, plus de 200 personnes ont été tuées dans une succession de massacres à l'arme blanche dans la ville de Beni et ses environs. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a officiellement placé samedi son épouse Grace dans la course à sa succession. L'homme est au pouvoir depuis 1980 et la première dame est relativement novice en politique. Avec le poste de présidente de la Ligue féminine, Grace Mugabe, âgée de 49 ans, fait automatiquement son entrée au bureau politique du mouvement dont elle était jusqu'alors simple membre. Sans surprise, Robert Mugabe a aussi été reconduit chef du parti. En revanche, quant à la composition très attendue du parti politique et le choix de ses vice-présidents, il a entretenu le suspense. Ils ne seront connus que mercredi ou jeudi. Je ne peux pas me précipiter pour choisir des gens. Je veux prendre le temps de voir de nouveaux noms, de nouvelles personnes qui vont entrer dans le comité central. Ceux qui ne sont pas ici nous ont dit au revoir. Je ne les vois pas revenir au comité central. Je veux vous remercier et merci du plus profond du cœur d'avoir voté encore une fois pour moi. L'issue ne faisait pas de doute. Personne ne se présentait contre le leader historique qui a également été désigné candidat du parti à la prochaine élection présidentielle prévue en 2018. Il aura alors 94 ans. Un autre prétendant à la succession de Robert Mugabe a été nommé au comité central et garde ainsi ses chances. Il s'agit du ministre de la Justice Emerson Mnangagwa. Relativement nouvelle dans l'arène politique, Grace Mugabe avait été à la surprise générale désignée en août pour briguer la direction de la Ligue féminine du parti. Elle pourrait avoir envie de parvenir un jour à la tête du pays. À peine le tirage au sort de la CAN 2015 effectué que le plus dur commence pour la Guinée équatoriale. Le pays a un peu plus d'un mois pour se mettre en ordre de bataille. Pour l'instant, d'importantes interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. Sur le plan sanitaire, les autorités rassurent. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 essaie de mettre les bouchées doubles pour une certaine réussite de ce grand rendez-vous sportif. D'un point de vue sanitaire, l'une des grandes peurs du moment se veut être l'épidémie d'Ebola. Mais les autorités disent ne pas craindre cette menace. La Guinée équatoriale est en train de prendre des dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans le pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que l'élément de prévention soit le fort de l'activité du Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Il ne s'agit pas là de belles paroles, à en croire l'autorité. Des démarches très importantes sont menées pour joindre l'acte à la parole. Le président de la République a visité la Havane en septembre dernier. Et bien qu'on ne nous avait pas promis qu'on serait les hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations ou la CAN, après avoir participé à la session annuelle des Nations Unies avec tous les pays de l'ONU, son Excellence est parti à Cuba et comme le thème d'Ebola faisait la une partout dans le monde, il a profité de son voyage à Cuba pour embaucher 15 médecins pour travailler dans le pays dans le cadre de la prévention du syndrome.
del síndrome del ébola. Autre volet de l'organisation, la question cruciale de l'hébergement, des transports et des stades, principaux soucis des équipes. La capitale Malabo et Bata, ville hôte de la Coupe d'Afrique en 2012 et actuellement de la Coupe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale jusqu'au 13 décembre, disposent des infrastructures adéquates et ne suscitent pas de grosses inquiétudes. La Confédération africaine de football se veut très confiante, même si pour le moment, aucune visite des deux villes n'est prévu pour les équipes censées y être basées, ce qui ne manque pas de les préparer. Parlons toujours Ebola, les mesures sécuritaires se sont renforcées dans la plupart des pays. Les dispositions sont plus accentuées dans les aéroports où sont utilisés les thermomètres à infrarouge. Plus efficaces que les thermomètres ordinaires, ces outils permettent d'appréhender les premiers signes d'Ebola. De nombreux aéroports dans le monde contrôlent désormais la température des voyageurs à l'aide de thermomètres infrarouges sans contact afin de détecter d'éventuels porteurs du virus Ebola. Leur température est prise dès l'arrivée pour dépister une possible contamination. Une température au-dessus de 38,6 présentant une menace sanitaire, les passagers suspects sont passés au crible, mis à l'isolement ou laissés libres si la suspicion d'Ebola est levée. L'appareil, parfois appelé thermomètre frontal, dispose d'une sonde munie d'un capteur qui, placé à quelques centimètres de la peau de la région frontale, mesure la température. Le corps humain, comme les objets, dégage des rayonnements infrarouges de différentes longueurs d'onde qui varient en fonction de la chaleur. Ces radiations sont converties en signal électrique par le capteur du thermomètre. Ce signal est ensuite évalué puis converti en un signal numérique qui donne la température du corps. Certains aéroports, comme celui de Hong Kong, utilisent des caméras thermiques qui peuvent aussi mesurer la température du corps à distance. Mais elles ne sont pas aussi précises que les thermomètres et ne sont qu'un outil complémentaire, pas une méthode exclusive de diagnostic. Des restes de l'un des 43 étudiants disparus depuis fin septembre dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, ont été identifiés. Résultat des tests d'ADN réalisés dans un laboratoire en Autriche. Felipe de la Cruz, porte-parole des parents des disparus, a confirmé l'information, mais il a réaffirmé la détermination des familles et insisté que la mobilisation allait se poursuivre après que des dizaines de milliers de personnes eurent manifesté à Mexico. Les parents des étudiants qui n'acceptent toujours pas la version des autorités selon laquelle les étudiants ont été tués la nuit même de leur disparition exigent que l'État fédéral poursuive les recherches. Il s'agit là de la première confirmation de la mort de l'un des 43 étudiants disparus, plus précisément le 26 septembre dernier à Iguala, dans le Guerrero. Le typhon Agupit, soupçonné d'être le plus important à toucher les Philippines cette année, a frappé samedi l'est de l'archipel en proie à des vents terrifiants et à des pluies intenses. Maintes des dispositions ont été prises pour évacuer la population à l'approche de l'ouragan. Le typhon a commencé à frapper samedi l'île orientale de Samar. Les autorités avaient dès vendredi ordonné à des millions de Philippins de se réfugier dans des églises, écoles et autres gymnases à l'approche du typhon sur le pays, coutumier des intempéries désastreuses. La tempête devrait affecter plus de la moitié de l'archipel, dont des régions du centre-est déjà dévastées il y a un an par le super typhon Haiyan. Pour la protection de la population, des véhicules des autorités locales et de l'armée étaient mis à contribution pour les opérations d'évacuation. Dans la seule région de Bicol, au nord de Samar, plus de 600 000 personnes ont été regroupées dans des centres d'évacuation et les autorités de la région comptent évacuer au total plus de 2 millions de personnes. À Tacloban, l'une des villes les plus durement touchées il y a un an par le typhon Haiyan, des centaines de personnes se sont réfugiées dans un gymnase dès vendredi. D'autres habitants de cette localité côtière situés sur l'île de Leyte se sont abrités dans des écoles et des églises, les bâtiments les plus solides de la ville. Les personnes les plus fortunées se sont rendues à l'hôtel. D'après l'agence météo nationale, Agupit a légèrement faibli dès vendredi avec des vents soufflant un peu moins fort à 195 km à l'heure. Le centre de surveillance conjoint des typhons de la marine américaine a lui aussi dégradé Agupit, passé du statut maximal de super typhon à celui de typhon. L'impact de l'ouragan devrait être ressenti sur une bande de plus de 600 km de large, ce qui fait peser une menace sur près de 50 millions de personnes, soit la moitié de la population selon une estimation du gouvernement philippin. Le typhon Agupit serait le plus violent attendu sur l'archipel cette année, a prédit l'agence météo nationale.
Il doit toucher 55 des 85 provinces du pays. L'œil du cyclone devait passer sur les provinces orientales de Samar et Leyte avant de se diriger vers le centre de l'archipel. Les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, subissent régulièrement des intempéries meurtrières avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. À l'heure du grand gaspillage planétaire, certains aux États-Unis tentent de trouver des solutions et construisent eux-mêmes leurs maisons avec des matériaux recyclés. Les Earthships, en français on parle de Geonef, disposent de toutes les installations modernes sans être reliées à un quelconque réseau d'eau ou d'électricité. Dans le désert du Nouveau-Mexique, ces maisons d'un nouveau genre poussent comme des champignons. Tom et sa famille vivent dans ce Geonef depuis 16 ans. En tout, notre maison nous a coûté $200 000, ce qui fait moins de $1000 le mètre carré. C'est un bon prix. Peu cher, ces maisons sont aussi 100% écologiques. Le soleil fournit l'électricité et l'eau de pluie est récupérée sur le toit. Sur un gros orage en été, on récupère quelques milliers de litres d'eau. Une eau précieuse utilisée 4 fois grâce aux plantes. Après votre douche, ce qui est la première utilisation, l'eau traverse les plantes, c'est la deuxième utilisation. Ensuite, elle va dans les toilettes pour la troisième utilisation. Et ensuite, l'eau va dehors pour sa dernière utilisation. Mais la singularité de ces habitations vient des matériaux utilisés, des déchets trouvés localement pour réduire l'empreinte carbone. Bouteilles en verre, pneus usagés et canettes en tout genre. Ici, rien ne se jette, tout se récupère. Ça, c'est une cloison faite à partir de canettes de bière recyclées. La plupart de ces canettes ont été récupérées autour d'ici quand les gens les jettent à la poubelle. Les 600 Earthships construits dans le monde entier respectent tous la même architecture. Côté nord, les maisons sont enfouies dans la terre pour conserver la chaleur. Côté sud, d'immenses baies vitrées font face au soleil. L'hiver, le soleil rentre dans la maison par la façade sud à travers ses vitres. Il chauffe la masse thermique grâce aux pneus recyclés que l'on compacte avec de la terre. Sur ce chantier, Rory peut compter sur une dizaine d'apprentis de l'académie. Parmi eux, Grégoire, ingénieur français de 32 ans. Son objectif, importer ce savoir-faire en France. Faire ma propre maison, de permettre aux autres de savoir faire ce type de maison aussi pour eux-mêmes, de participer à l'élaboration d'éco-villages à base de maisons autonomes. Autosuffisantes et construites à moindre coût, ces Geonef peuvent être facilement développées dans des zones isolées. Plusieurs Earthships humanitaires ont déjà vu le jour en Afrique. Des chantiers sont en cours dans le désert du Malawi. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Restez câblés, Sika.